8h33, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on démarre l'année avec des préoccupations, mais alors vraiment essentielles. Le Parisien, pour les soldes, pensez à réserver. Oui, c'est vraiment formidable. Mais en matière de préoccupation, on sent bien que la presse a comme envie de sauter 2016 et de passer directement à 2017. Libération, Hollande, ses dernières cartes. Le Figaro, Alain Juppé lance la primaire à droite. Mais on ne commence pas par de la politique, mais par la situation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Oui, parce que c'est quand même le plus important. C'est d'ailleurs la une de la Nouvelle République. Iran et Arabie Saoudite à couteau tiré. Et c'est aussi le titre, mot pour mot, de Libération. En fait, l'inquiétude est palpable dans les éditoriaux ce matin. Et les propos du spécialiste du Moyen-Orient, Antoine Sfer, qui déclare dans l'opinion que ni l'Iran ni l'Arabie Saoudite n'ont intérêt à embraser le Golfe Persique, ne suffisent pas à rassurer. Comme le résume Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, dans ce maelstrom moyen-oriental, l'Occident paraît patauger. Après l'incident aérien entre la Turquie et la Russie, ajoute Dominique Garot dans la Charente Libre, Daesh est vraiment le seul à pouvoir se réjouir de devoir faire face à des ennemis autant divisés. Mais c'est Philippe Gély qui résume le mieux le sentiment général dans le Figaro. Tandis que l'État islamique nous livre une guerre de civilisation, écrit-il, l'Arabie sunnite ne semble motivée que par sa guerre de religion contre l'islam chiite. La cohérence conditionne l'efficacité d'une coalition. Même quand une guerre nous est imposée, nous gardons le choix de nos alliés. Le pétrole et les contrats commerciaux ne sauraient nous aveugler sur la vraie nature du partenaire saoudien. Philippe Gély rappelle d'ailleurs que la prochaine étape serait de crucifier le neveu du cheikh Al-Nimr. Un bel allié dans la défense de nos valeurs face à la barbarie de l'État islamique. On reste dans la région avec une petite histoire israélienne. Oui, ça c'est un petit article dans le Figaro qui nous raconte comment le ministère de l'Éducation israélien vient de retirer un roman contemporain des programmes scolaires. Le roman en question raconte l'amour impossible entre une jeune traductrice israélienne et un artiste palestinien. Le motif officiel, le système éducatif n'a pas à promouvoir des valeurs qui contredisent les valeurs du pays. Oui, c'est dit comme ça. Accessoirement, le ministre, qui admet n'avoir lu que des extraits du livre, estime que les soldats israéliens seraient représentés dans le roman comme des criminels de guerre sadiques. Amos Oz, célèbre écrivain israélien, a répondu en rappelant que bien des épisodes de la Bible n'étaient pas totalement cachers du point de vue d'une certaine morale et seraient 1000 fois plus dangereux que le livre de Dorit Rabinian. Alors, un avantage quand même énorme à la censure, la promotion a été telle que le livre est en réimpression. Alain Juppé, tiens, il sort un livre lui aussi. Oui, alors il ferait presque de l'ombre au vœu présidentiel. Il est absolument partout ce matin. Et le message est passé. La preuve, l'humanité s'étrangle. Juppé veut doubler Sarkozy par la droite. Dans La Voix du Nord, Hervé Fabre s'amuse. Les sarkozystes qui aiment tant décrire Alain Juppé en vieux cousin centriste de François Bayrou vont devoir réviser leur argumentaire en ce début d'année de la primaire à droite. Et si on résume, tous se disent, comme Bruno Mèche dans La Montagne, que si le maire de Bordeaux passait le cap de la primaire, le plus dur serait fait. En termes électoraux du moins, c'est-à-dire en cuisine, quoi. Les attentats du 13 novembre, analyse Pierre Fréhel dans Le Républicain Lorrain, n'ont pas fini de faire bouger les lignes politiques. Dernier mouvement en date et pas des moindres, celui d'Alain Juppé qui se positionne désormais résolument à droite pour répondre au désir de sécurité et de protection des Français. Mais l'homme d'État, c'est celui qui réagit aux événements ou celui qui les anticipe ? Le génome et ses manipulations. Oui, parce que parmi les grands enjeux à venir qu'il faudrait anticiper, celui-ci est sans doute majeur. Alors que les échos reviennent sur la technique, vous en avez parlé à 8h, de la manipulation des gènes par le découpage de séquences ADN, Libération consacre un article à une dimension essentielle du problème. Les appétits des géants du web devant ces millions de données que vont générer les séquençages à grande échelle. Facebook, par exemple, qui récolte 5000 échantillons de salive pour une enquête de l'Université du Michigan. Google, qui investit des millions dans des thérapies innovantes et qui noue surtout des liens avec les géants pharmaceutiques. Et ces masses de données qui se promèneront dans le cloud et qui se monnaieront très cher. Comme l'a résumé Philosophie Magazine en un titre, liberté, inégalité, immortalité. Les bisous. Oh, c'est joli. Mais oui, les bisous. Le site Slate évoque dans un article une étude scientifique publiée par une revue très sérieuse et qui a fait du bruit. L'étude démontrait, panel représentatif à l'appui, que les bisous maternels, vous savez, le bisou plumal, ne seraient pas efficaces pour soigner les bobos. Oui.
Bon, l'étude, évidemment, est totalement bidon, on est d'accord, mais en fait, elle voulait inciter à la méfiance face à la supposée scientificité d'un alignement de chiffres. Sauf que certains sont tombés dans le panneau. Le site The American Mirror a du coup accusé le gouvernement de préparer l'interdiction des bisous maternels, je vous jure. Bon, cela dit, dans un autre article, Slate nous apprend qu'une autre étude, sérieuse celle-là, vient de prouver que la salive est plus efficace que certains antiseptiques pour réparer des petites lésions. Du coup, on se dit qu'un bisou maternel, ça pourrait peut-être quand même soigner un petit peu, on ne sait jamais. C'est comme les chats, non? Voilà, exactement. Comme ça, ils se nettoient un petit peu. On termine avec une invention, tiens. Mais oui, la Croix revient sur une invention qui avait été primée au concours Lépine et qui devrait bientôt être commercialisée en France et aux États-Unis. Le réveil olfactif qui a été inventé par un brillant lycéen nantais qui a fondé sa propre start-up. Alors le principe, vous savez, des capsules de parfum diffusant une odeur agréable qui réveille en 1 à 2 minutes. Mais bon, il y a une alarme quand même au bout de 3 minutes par sécurité. Alors les odeurs, café, embrun marin, menthe poivrée, des parfums qu'il faut adapter à chaque culture, puisqu'aux États-Unis, par exemple, c'est plutôt bacon et jus d'orange qui sont associés aux effluves du petit déjeuner. Mais alors, figurez-vous que parmi les 14 odeurs prévues jusqu'à maintenant, il y a celle du dollar. Ah oui. Je vous jure, souvenez-vous, Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs, il est l'or. J'ai regardé la télé hier soir. Mais bon, cela dit, c'est pas faux. Visiblement, l'odeur du dollar, elle réveille beaucoup de monde, de l'Arabie Saoudite aux États-Unis en passant par la France. Lors de vos réveils. Voilà, il en manque une. Il en manque une. À demain, Natacha Polony, la revue de demain. presse tous les matins à 8h30.